Bonjour à tous, bienvenue sur la matinale de Géopolitique Profonde. C'est un plaisir de vous retrouver après quelques jours d'absence, mais une absence qui n'a pas été notifiée car Nicolas a parfaitement bien géré avec Lara Stam l'animation de la matinale ces derniers jours avec de très bons entretiens des invités toujours très pertinents sur des sujets importants. On a traité principalement d'actualité internationale avec évidemment le sommet des BRICS. Je pense qu'avec tous les intervenants que l'on a pu avoir, on a pu faire un tour général et très pertinent pour savoir vraiment à quel point nous sommes face à un basculement du monde, comme le dit notre cher François Martin, qui d'ailleurs nous a fait le plaisir de participer à la matinale vendredi dernier. En tout cas, chers amis, voilà, ça me fait très plaisir de vous revoir. Je reviens directement, évidemment, de notre État communiste français. Je vous ai dit que je partirais en éclaireur dans la ville parisienne, et donc j'ai été gâté, bien évidemment, avec plusieurs embrouilles, mais personne n'a voulu se battre. Et aussi, évidemment, je vois la tristesse générale des Français. On sent évidemment le grand stress continu, la pression à la fois politique, financière. J'avais oublié que ça flotte dans l'air malheureusement et que ça se voit sur tous les visages. Bref, dans tous les cas, je suis très content de pouvoir animer cette matinale avec Nicolas Stocker. Bonjour Nicolas. Bonjour Raphaël, bienvenue pour ce retour dans cette matinale. Je ne connais, si tu ne m'avais pas dit ton témoignage, moi qui vis en France et à Paris, c'est donc l'impression que tu as eue, cette espèce de morosité, cette anomie de la société française ? Bien sûr, de toute façon, c'est très clair, mettons les pieds dans le plat, c'est-à-dire, moi, en plus, je suis arrivé par Beauvais, je passe par Saint-Denis, après, j'arrive au centre de Paris. Moi, n'étant pas parisien, je suis vraiment ce qu'on appelle un provincial, comme le disent d'ailleurs nos chers membres de la grande capitale. Il faisait bon vivre à Bordeaux, pourtant, à une époque. Oui, mais non, maintenant, avec tout simplement... Avant Ali Juppé. Voilà, avant le maire, depuis qu'il y a le maire communiste, et puis même de toute façon avec tout ce qui frappe la France, comme vous le savez, chers amis, malheureusement, on voit de plus en plus de personnes qui n'ont plus d'argent et qui sont tout simplement des SDF. Il y a de plus en plus de toxicos dans les rues, il y a de plus en plus d'insécurité, de délinquance. La notion de grand emplacement est totalement claire en fonction des endroits où vous êtes. Donc je peux comprendre les frustrations qui se développent de plus en plus, et aussi le prix, l'inflation. Je suis désolé pour vous, chers Français. C'est pour ça que sur Géopolitique Profonde, on continue de faire des analyses économiques, que ce soit lors d'émissions ou même dans la revue mensuelle, si vous êtes abonné. C'est pour ça aussi qu'on en fait des chroniques sur la matinale qui vous permettent d'analyser, d'avoir des analyses de fond sur la situation économique du pays, mais aussi mondiale, et de vous proposer ainsi des solutions pour pouvoir quitter ce système, ou en tout cas essayer de le dépendre le moins possible des banques. Si vous avez un patrimoine, de le protéger. Si vous n'en avez pas, de simplement le construire de la manière la plus intelligente possible, en s'adaptant et en utilisant les nouvelles technologies à notre disposition qui nous donnent énormément d'espoir, bien évidemment, chers amis. Donc, on va pouvoir attaquer tout de suite la revue de presse avant de recevoir deux invités pour traiter de la thématique principale de l'émission. Ce sera à partir de 8h. Chers amis, on va encore parler d'élections américaines, mais là, les élections américaines, il y a beaucoup de choses à dire. Vous savez, ces élections représentent un enjeu majeur, c'est-à-dire c'est très symbolique, l'opposition entre les deux candidats, Donald Trump et Kamala Harris, deux destins pour les États-Unis qui sont en train de se dessiner. Cependant, encore une fois, c'est pour ça que moi je reste plutôt optimiste. De toute façon, en politique, il n'y a que la place pour l'optimisme, sinon ça ne sert à rien. Et il faut pouvoir imposer ses ambitions autant que faire se peut et être un acteur. On peut voir que Donald Trump creuse de plus en plus son écart, même si, d'après les instituts de sondage qui ont toujours des biais pro-démocrates, on peut voir que lorsqu'on fait un cumul des sondages, on peut noter une légère avance de Donald Trump, mais lorsqu'on se base sur d'autres données, notamment, par exemple, la tendance des parieurs, lorsqu'on utilise par exemple Polymarket, qui, pour information, Terence avait fait une chronique avec nous pour nous expliquer et nous rappeler que le taux de précision, en tout cas de justesse sur les prédictions de Polymarket était de 77%. Donc là, on va pas rentrer dans des analyses de probabilité, on va pas faire des statistiques, mais c'est quand même à noter. Et là, on voit un écart colossal qui se creuse, avec évidemment chaque prestation de Kamala Harris qui est catastrophique en termes d'expression orale ou même de projet politique qui peut être annoncé. La marionnette imposée par l'État profond semble être d'une facture bien pire que celle de Joe Biden, qui, je vous le rappelle, est toujours président des États-Unis. Personne ne s'en souvient, mais il est encore président. Et donc Donald Trump, qui là a d'ailleurs fait un rassemblement triomphal au Madison Square Garden, où il a rassemblé toute la fine équipe. Voilà, on peut même, restons dans la thématique américaine, on va appeler ça l'équipe des Avengers directement, où là vous aviez absolument tout le monde qui était présent,
que ce soit Robert Kennedy Jr., que ce soit Elon Musk, évidemment, toute l'équipe politique, J.D. Vance, etc., mais aussi des personnalités culturelles extrêmement importantes. Vous savez, en France, on critique le milieu du cinéma, le milieu culturel qui est extrêmement hypocrite sur le plan politique, c'est-à-dire financièrement, ils font partie de la classe haute, d'une certaine élite, mais veulent se faire passer pour des personnes de gauche. Et malheureusement, pour nous, en France, ça se passe ainsi, avec une traîtrise évidemment donc de ce corps culturel. Mais aux États-Unis, on voit un revirement, hein, on voit vraiment en fait une tendance, un message qui est envoyé de la part de la population américaine. Et donc, ça semble se dessiner de plus en plus dans les sondages et les intentions de vote. Voilà, donc on fera le point avec nos deux invités, Paul Rine et Philippe Carsanti, qui seront présents à partir de 8h pour le grand angle. Mais tout de suite, la revue de presse. Il y a à mon avis beaucoup de choses à dire, hein, avec ce que j'ai pu voir dans les rues françaises. Je pense qu'il y a pas mal de choses à commenter sur la décadence française, mais surtout la décadence qui est due aux mauvaises décisions et à l'absurdité des décisions politiques. Donc Nicolas, qu'as-tu sélectionné comme première information à traiter pour cette revue de presse nationale ? Le budget. D'abord, évidemment, parce que le budget de la France, qui d'ailleurs est systématiquement, quant aux recettes, surévalué, parce qu'on surévalue, j'en parle depuis quelques jours, la croissance, parce qu'une société de consommation ne peut pas générer de la croissance. On ne peut pas générer de croissance quand on ne produit plus rien, ce qui est pratiquement notre cas, et qu'on brade les derniers fleurons de l'industrie française. Donc, on est dans une société de consommation. Donc, ce sont des sociétés en général à somme nulle, ou plutôt en déperdition. La somme globale ne peut être que, même si c'est reporté par la dette permet en fait d'éviter dans ce type de société d'être en dépression économique systématique, puisque évidemment, pour boucler le circuit, vous avez, étant donné qu'en consommation, une partie de plus en plus importante des produits consommés sont des produits à l'étranger, donc vous avez la balance des paiements évidemment qui s'écroule. Alors on ne le voit pas parce que tout simplement vous n'avez pas de dévaluation du fait de l'euro. Certes, il n'y a pas de dévaluation, donc ça se paie en fait par de la dette. C'est l'équivalent. Quand vous regardez, il faut bien qu'il y ait un échappatoire, une société qui ne produit pas et qui consomme. Donc on en est c'est dramatique, hein, c'est absolument dramatique. Donc évidemment, les recettes ne sont jamais à la hauteur des attentes, puisqu'on est sur des... et donc là, ça sera pareil, on va certainement rentrer... en récession à partir du 4e trimestre, après un petit rebond au 3e trimestre, paraît-il lié en tout cas probablement aussi à la consommation des touristes durant les Jeux Olympiques. Enfin, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, c'est plus 3, plus 0,3 ou plus 0,4. Hein. Donc, mais étant donné qu'on est, donc on sera en dessous de 1 en tout cas cette année, et on sera peut-être en récession si on a 2 trimestres d'affilée de PIB négatif. Donc la récession, c'est qu'on détruit carrément de la capacité de production, de la capacité de croissance. Hein. C'est quand même, c'est pas négligeable. Et donc sinon, on est en système perpétuel de stagnation. On prétend qu'il n'y a pas d'inflation, mais comment voulez-vous qu'il y ait d'inflation s'il n'y a pas de friction entre l'offre et la demande ? En fait, on profite des prix bas des pays émergents, hein, les mêmes que l'on méprise à Kazan au sein des BRICS, hein, ce sont les mêmes. C'est à eux qu'on achète de plus en plus, nos partenaires étant eux-mêmes complètement rincés comme l'Allemagne. Il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Donc le budget, on continue dans les mêmes travers. L'enfer, j'ai coutume de parler de l'enfer routier de la mairie de Paris, mais il y a un enfer fiscal aussi en France, pays qui le taxons le plus. Eh bien, le résultat, c'est que on essaie de taxer ce qui reste. Donc, il y a une taxe sur les super riches, taxe que certains économistes avaient souhaité analyser, mais qui ne pourrait fonctionner, on le sait bien, que si elle était appliquée au niveau mondial. Or, il y aura toujours de toute façon des pays qui ne joueront pas le jeu. Donc, regardez le jeu des sanctions avec la Russie. Le premier à ne pas sanctionner la Russie sur le plan énergétique, c'est les États-Unis eux-mêmes. C'est le même pays qui impose les sanctions aux autres.
Donc, donc en fait, cette taxe sur les super riches, ce qu'elle fera, c'est que les super riches iront ailleurs, et puis c'est tout. C'est pas compliqué, hein. Dans un monde où il n'y a plus de contrôle d'échange, hein, tout ça c'est terminé, ça appartient à un passé qui était le passé de ma jeunesse et de ceux qui ont à peu près mon âge et qui écoutent cette émission. Oui, à une époque, on pouvait à peu près éviter. Il fallait physiquement faire évader. Il y a 40 ans, vous deviez prendre des lingots d'or et les foutre dans des valises, et puis avec des voitures, essayer de passer la frontière suisse et aller mettre vos lingots d'or sur des comptes bancaires en Suisse. C'était comme ça qu'on pouvait faire de l'évasion fiscale. Je connaissais pas, il y a quasiment aucun autre moyen. Donc ça concernait très peu de monde. En même temps, vous n'aviez pas tous ces milliardaires et tous ces millionnaires. Donc ça, mais maintenant, avec un simple clic, de toute façon, vous pouvez faire évader et vous pouvez vous soustraire au fisc, tout simplement, qui est de toute façon abusif. Donc on peut même pas reprocher à des gens de vouloir éviter de payer des impôts. Là où c'est insupportable, c'est quand ils évitent d'en payer, qu'ils se font passer pour de généreux donateurs et qu'en plus ils donnent des leçons de morale à tout le monde. Hein. Vous savez, c'est les fameux milliardaires philanthropes. Ce sont les plus détestables parce qu'en réalité ils ne paient pas d'impôts. Avec les grands acteurs, Omar Sy, tennisman comme Yannick Noah, vous savez, ils donnent des leçons de morale à la société française, vous êtes raciste, etc., etc. Et en réalité, ils ne paient pas d'impôts en France. Pourtant, c'est bien à la France qu'ils doivent leur succès et leur consécration. Donc voilà pour les super riches. Tiens, Ciotti, une idée quand même pas idiote, qui est de réduire les subventions aux associations pro-migrants. Je ne pensais qu'il y avait que la mairie de Paris et la mairie de Grenoble qui subventionnaient. Mais non, on subventionne aussi largement les associations pro-migrants. Donc, c'est-à-dire des associations pro-migrants, c'est des associations dont l'objectif n'est autre que de contourner la loi. Et on les subventionne. L'État encourage, aide des associations à contourner, à violer la loi, à contrecarrer l'action de l'État. Donc vous avez des gens qui disent « nous, on veut les virer » ou faire en sorte qu'ils ne rentrent pas, des OQTF et autres, mais le même État donne de l'argent pour l'inverse. Donc là, j'attends avec grand intérêt la position qui va être celle, c'est Ciotti qui fait cette proposition de loi, c'est l'UDR de Ciotti. J'attends la position de l'homme au coup de menton de Retailleau. Alors actuellement, il n'a pas pu réagir, on va y revenir, il est avec Yassine Bellatar. Retailleau, il était avec Bellatar au Maroc, et avec le Cornu aussi. Yassine Bellatar qui a vivement fait réagir parce que, évidemment, n'oublions pas que cette personne a quand même été condamnée pour menace de mort, avec différents problèmes. Il faut se souvenir aussi d'une action qu'il avait pu faire, c'était aussi de tout simplement séquestrer dans un théâtre un journaliste je sais plus quel journal c'était, je sais pas si c'était Street Press ou un autre journal. Un journaliste était enfermé, il y avait des images de caméra qui montraient tout simplement qu'il était séquestré par Yassine Bellatar à l'intérieur même de son théâtre. Et Yassine Bellatar, qui malgré aussi sa condamnation, je vous rappelle, à partir de 2018, si je ne me trompe pas, a été nommé pour ces fameux postes, vous savez, les postes qui sont créés par l'État, où on ne comprend pas forcément l'utilité, mais on se rend compte que la rémunération est bonne, et en tout cas les avantages personnels aussi sont bons. C'est qu'il a été nommé au conseil présidentiel des villes, ce qui lui permet en fait d'avoir tout simplement un contact. C'est un agent d'Emmanuel Macron, en tout cas de la Macronie, pour tenter de simplement rallier les banlieues à sa cause. Mais bien évidemment, n'oublions pas, des personnes comme Yassine Bellatar ne représentent qu'elles-mêmes, et ce sont des personnes vivement détestées normalement dans les banlieues la majorité du temps, parce que Yassine Bellatar n'est pas quelqu'un qui vit dans les banlieues, c'est quelqu'un qui veut faire croire avec justement son expression orale et son attitude qui fait partie d'une certaine population, en l'occurrence celle des banlieues, mais non, voilà, c'est tout simplement une merde humaine comme les autres, voilà, tout simplement. Donc Nicolas, je te laisse la parole parce que c'est vrai que c'est important de voir les invités qui ont pu accompagner Emmanuel Macron sur son voyage au Maroc, mais je te laisse continuer cette revue de presse.
Le Cornu, un de mes préférés, le porte-coton, il est dans tous les voyages, évidemment, c'est son statut, le porte-coton du séant présidentiel, prenant bras dessus, Bellatar, et expliquant qu'il ne savait pas qui c'était. Il dit « Ah, je pensais que c'était un chauffeur », ou pourquoi pas le jardinier aussi, pendant qu'on y est. Voilà, donc en plus, il mente effrontément, c'est à peu près... On se demande d'ailleurs pourquoi ce copinage... Excuse-moi Nicolas, je remercie le chat temps. parce que je vous demande justement d'interagir avec nous, parce que nous sommes en direct, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir vos retours et vos précisions. Donc le journaliste, c'était Jordan Florentin qui avait été séquestré. Donc là, ils disent Livre Noir ou Boulevard Voltaire, mais je crois que c'était plutôt Boulevard Voltaire pardon, à l'époque. C'est pas vraiment Street Press. Non, c'est ça, oui. Donc c'est l'inverse. C'est pour ça que Street Press. Street Press adore la racaille du genre Bellatar. Exactement. Et on lui avait volé sa comme moi qui aime bien dégommer. Bref, donc merci, chers amis, pour cette précision. C'est important. Et évidemment, c'est une correction importante. Voilà. Donc, Nicolas, je te laisse continuer. Alors, donc voilà pour les migrants. 500 millions d'euros, c'est ce que Ciotti aimerait retirer. J'attends vraiment avec impatience la réaction des uns et des autres à cette proposition. La CGT de Madame Binet, qui s'était manifestée tout particulièrement après la dissolution de Macron pour être au soutien dans la quinzaine de la haine contre le Rassemblement national, elle qui entendait le bruit des bottes, donc personnage, Madame Binet, qui s'est fait élire, qui a tout de suite, à la place de Martinez, patron de la CGT, c'est un vote par défaut, hein. On rappelle que c'est une CPE de l'éducation nationale, c'est la CGT cadre. Voilà, les cadres de la CGT, évidemment, c'est pas dans le privé qu'on va les trouver. Donc, éducation nationale, CPE, j'ai rien contre les CPE, hein, entre nous soit dit. Hein. Mais elle était donc pas pour rien, et donc elle se gendarme évidemment maintenant de ce gouvernement odieux qui veut augmenter les jours de carence, et elle prévoit, et elle le dit, si cette mesure est maintenue, et Kasparian n'a pas l'air du tout de vouloir céder sur ce point, eh bien, vous aurez des grèves. La grève. On va voir ça, on verra la grève qui arrivera. Police municipale. Tiens, alors ça, je pense que le super flic, là, de la place Beauvau, avec ses coups de menton, ne l'avait pas prévu, parce que ça, ils en ont... Alors, certes, c'est que la police municipale, mais quand même, le syndicat national de la police municipale fait un appel à la grève illimitée, en disant on est déjà épuisé par tout le travail qui nous est demandé en tant que policiers municipaux. Si en plus on nous fait le coup des jours sachant qu'évidemment ce ne sont pas parmi ceux en général qui ont le plus grand nombre de jours d'absence dans une année. Donc avoir la police municipale qui commence à faire grève, si la police nationale et le maintien de l'ordre venaient à embrayer, évidemment, là on peut imaginer, mais de toute façon ça ne les dérangerait pas. Rappelez-vous, pendant la crise sanitaire, les seuls à qui étaient dispensés dans les pouvoirs régaliens de la vaccination obligatoire, comme par hasard, c'était la police. Vous comprenez bien pourquoi, puisqu'ils ne se maintiennent que grâce à cette police. Là, ce n'est que la police municipale pour le moment, mais attention quand même. Il sera peut-être qu'on expliquera, oui, mais non, les policiers, eux, on va laisser, il n'y aura pas de jour de carence. Pourquoi, on ne sait pas. Si, pour nous protéger le derrière. Ça, c'est sûr. Ensuite, abrogation de la réforme des retraites. Mon Dieu. Mais à quoi ça sert que le RN se décarcasse ? Il nous explique que le fait de laisser artificiellement un commissaire européen qui a prêté serment à l'Union européenne de défendre les intérêts de l'Europe avant les intérêts de son propre pays, ils ont préféré ne pas, jusqu'à présent, joindre leur voix à ceux du NFP pour le renvoyer au placard de naphtaline qu'il n'aurait jamais dû quitter, Barnier. Eh bien, ils essaient d'expliquer, de justifier leur inaction en disant oui, mais on va être utile. Et donc, il y avait dans leur niche parlementaire cette option qui leur était donnée de défendre une proposition de loi. Évidemment, puisque là où il y a du gras à se faire électoralement, ce parti attrape tout, c'est au niveau des LFI, c'est au niveau de la gauche et de l'extrême gauche qu'il y a encore du gras à prendre pour Marine Le Pen et Jordan Bardella.
évidemment, ils font de la surenchère avec LFI concernant l'abrogation de la réforme des retraites. Sauf qu'elle a été déformée au niveau de la commission et que Yaël Braun-Pivet, élue, comme on le sait, à la présidence de l'Assemblée nationale, pourrait fort bien, comme elle avait fait précédemment avec le groupe Clio, eh bien finalement ne pas soumettre à l'Assemblée nationale cette proposition de loi. C'est-à-dire que tout le travail qui a été fait, tout ce qui justifie l'inaction du Rassemblement national depuis le début de cette législature, qui est un soutien implicite au gouvernement Barnier, eh bien, risque de se casser la gueule. Donc, ils auront démontré là leur pleine et entière inutilité dans cette affaire. Voilà ce que j'aurais envie de dire sur ce sujet, avant de passer peut-être à la mairie de Paris, qui est mon deuxième dada, évidemment, ces derniers temps. Bien, Nicolas, je vais te laisser continuer tout de suite, étant donné qu'il nous reste une vingtaine de minutes avant d'attaquer le grand angle. Donc parlons de la mairie de Paris, parce que justement, vu qu'on parlera quand même de Paris, il n'y aura pas que des informations pour les Parisiens qui veulent savoir comment cela se passe directement au sein de la capitale française, mais c'est qu'on a des informations révélées par le Canard enchaîné qui nous annonce la suite du parcours professionnel de Anne Hidalgo. Voilà, Anne Hidalgo qui, après avoir fait son travail de destruction de la capitale, eh bien, a déjà préparé la suite, et vous n'êtes pas prêts, chers amis, de voir comment tout se passe bien, c'est-à-dire plus vous œuvrez pour la destruction de la France et plus vous êtes récompensé par certains groupes privés. On en parlera juste après. Donc Nicolas, je te laisse la parole. Avec plaisir, j'ai bien envie de connaître cette information, je m'en régale d'avance. L'armée, c'est une armée mexicaine, on le sait bien, la fonction publique territoriale de la mairie de Paris. 55 000 fonctionnaires, c'est beaucoup quand même. 55 000 fonctionnaires pour rapporter aux 2,5 millions de Parisiens. C'est considérable, c'est un système clientéliste, on le sait, qui permet à Anne Hidalgo finalement de se maintenir, ce qui permet au maire de Paris, faut-il avoir vraiment subi une campagne et puis la division dans son camp pour ne pas maintenir son pouvoir à la mairie de Paris. C'était Tibéri, ça a été le basculement entre la Chiraquie et les socialistes, enfin la gauche plurielle, socialo-communiste et écologiste. Et donc, évidemment, ils ont le pouvoir, ils le gardent. Il y a un moyen, c'est très simple. La sociologie électorale de Paris, finalement, vous avez très peu de gens qui votent à Paris. Pourquoi ? Parce que vous avez déjà beaucoup d'étrangers. Donc, eux votent pas. Ensuite, vous avez beaucoup de Parisiens qui votent dans leur résidence secondaire. Donc, ils ne votent pas à Paris. Donc, vous avez en fait assez peu de personnes qui votent à Paris. Plus un système un peu alambiqué qui permet de pouvoir éventuellement se faire élire maire de Paris sans avoir la majorité, en mettant même globalement dans la minorité en termes de nombre de voix. Donc, ça fait très peu. Et là, évidemment, 55 000 fonctionnaires, dont énormément sont logés à Paris. Vous connaissez la politique de HLM, la politique d'aide de la mairie de Paris. Vous arrivez à les loger aux 3/4, au 9/10, je dirais même. Et donc, ça vous assure un pourcentage de voix, étant donné qu'on est quand même sur des théories des grands nombres. Évidemment, ça fait basculer dans les arrondissements principaux où il y aurait un peu comme les swing states américains. Vous arrivez tout simplement à vous maintenir assez aisément, finalement. Il faut, à moins d'avoir fait d'énormes erreurs, on voit bien que la Macronie la cherche un peu, Hidalgo, avec quelques indélicatesses, frais de bouche, voyage tout frais payé par la mairie de Paris pour aller voir sa famille à l'autre bout du monde. Mais bon, ça ne suffit pas. Et puis après, le reste concernerait évidemment les grands oligarques, Pinault, Arnaud, etc. Et ça, évidemment, ils sont intouchables. Donc, en fait, c'est pas demain la veille que Madame Hidalgo sera pris la main dans le sac de haute corruption. Donc, elle peut se rassurer aussi sur ce point-là. Contrairement au couple Tibéri, elle devrait réussir à se faire facilement réélire. Nonobstant Madame Dati, ministre de la Culture et opposante numéro 1. Donc, alors on découvre, entre autres, sur ces 55 000 personnes, une information assez amusante. C'est le nombre de jours de maladie par an d'un fonctionnaire territorial de la ville de Paris. Alors, on va me dire, encore une fois, faut pas taper sur tout le monde. Ouais, enfin, c'est quand même une moyenne et elle est flagrante. De toute façon, elle est évidente pour qui pratique Paris. Quand vous voyez que des secteurs entiers ne sont pas entretenus, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont où ? Ils sont pas là, ils sont malades. 40 jours
Par rapport à la moyenne, on parlait hier, la différence entre le privé et le public, vous aviez déjà entre 11, 14, 15 jours. Mais là, vous avez 40 jours. Mais camarades, je ne comprends pas. Ça devrait être 90 jours. Moi, j'ai connu ça dans l'éducation nationale. 90 jours, mais c'est mon droit. C'est les 90 jours où on est payé à plein traitement. On a le droit à ces 90 jours, camarades. Bon, ben là, 40 jours. Superbe. C'est-à-dire qu'ils sont 3 fois plus, les virus, touchent 3 fois plus les fonctionnaires territoriaux de la ville de Paris que le fonctionnaire lambda. C'est extraordinaire. Alors, c'est vrai qu'il y a une dérive de toute façon dans la fonction publique territoriale. Mais alors, Paris pèse bien lourd dans cette dérive. 40 jours. Donc, vous voyez bien que vous êtes dans des systèmes de type clientéliste. C'est-à-dire que ces gens-là sont là embauchés juste pour voter une fois tous les 5 ans pour le maire de Paris. C'est tout, point. Ça explique tout, autant le dire clairement. Et alors, la reconversion de Madame Hidalgo ? Absolument. Donc là, c'est une révélation du Canard enchaîné qui a été publiée sur le 29 octobre, donc c'est tout frais, chers amis. Donc fini Paris, Anne Hidalgo s'exile à Bruxelles. Un 3e mandat, l'édile de la capitale n'y pense plus. C'est en Belgique que la suite s'écrira pour elle grâce à Michael Bloomberg, ex-maire de New York. Le milliardaire lui a taillé un poste sur mesure dans sa fondation écolo. À l'hôtel de ville, la succession est ouverte. Donc je vais vous lire juste quelques lignes et pas tout, bien évidemment, parce que je vous invite tout simplement à pouvoir suivre directement les journaux qui produisent du contenu exclusif, hein. Mais on vous donne l'information la plus importante. On n'a pas suffisamment prêté attention au déplacement qu'Anne Hidalgo a effectué à New York du 18 au 21 septembre. La maire de Paris, qui marche sur les eaux depuis les Jeux Olympiques, tant que ça, avait pourtant un programme chargé, digne d'un chef d'État. Après un entretien avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, elle a notamment vu les 2 dirigeantes de Bloomberg Philanthropies, dont elle a visité le siège. Une rencontre ne figurait pas à cet agenda, celle qu'elle a eue avec Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, donc aujourd'hui président de la fondation qui porte son nom. Rencontre pourtant essentielle pour elle, mais aussi pour les Parisiennes et les Parisiens, puisque Anne Hidalgo, selon les informations recueillies par le Canard, a signé un contrat professionnel avec Bloomberg. Elle va diriger une fondation pour l'environnement, créée juste pour elle, et qui s'installerait à Bruxelles. Coup de chance, attention chers amis, son mari, Jean-Marc Germain, député européen, se trouve souvent dans la capitale belge. Et donc pour terminer, eh bien, les réactions évidemment de son entourage, parce qu'évidemment Anne Hidalgo n'a pas répondu aux appels du Canard pour pouvoir en parler. Donc on a des proches qui nous expliquent tout simplement qu'elle en a marre, soupire un élu socialiste de Paris. Ça fait presque 25 ans qu'elle est là. Elle ne s'est jamais vraiment remise de son échec à la présidentielle de toute façon depuis son élection en 2014. Elle est très tournée vers l'international. Donc là, on a tout simplement, vu que le Canard nous révèle une signature d'un contrat professionnel, d'un pistonnage par Michael Bloomberg, eh bien ça nous montre avec aussi notre cher Bruno Le Maire, c'est-à-dire entre une destruction de l'économie française et la rédaction de certains romans sur des renflements bruns, pour nous expliquer que c'était absolument nécessaire pour lui d'être dans ce processus créatif littéraire et non pas de faire de son travail, eh bien, s'est réfugié en Suisse, propos qu'il avait aussi démenti du Canard, hein, pour ensuite apprendre eh bien, que maintenant, la suite de sa carrière se passe en Suisse avec un excellent salaire pour refaire tout simplement de l'éducation, parce que oui, on veut être éduqué par Bruno Le Maire, donc en tout cas on souhaite bonne chance eh bien, à nos amis helvètes qui vont devoir eh bien, subir la formation de Bruno Le Maire. Donc on a Anne Hidalgo qui prépare simplement son départ, donc est-ce que ça annonce enfin la fin du règne d'Anne Hidalgo sur Paris? Peut-être, mais malheureusement, vous le savez, comme nous sommes en France et que nous sommes à la fois dans un pays de caste et aussi, eh bien, pour la ville de Paris, nous savons très bien que sur les réseaux de pouvoir, eh bien, il y a des réseaux qui sont très bien tenus et qui, à mon avis, ont déjà préparé la situation. Qui sera l'héritier? Je pense que ce ne sera pas forcément quelqu'un qui œuvrera pour l'intérêt des Parisiens et encore moins de la France. Voilà, donc Nicolas, si tu as un commentaire à faire sur cette petite nouvelle du Canard enchaîné, eh bien je te laisse en parler. Sinon après on peut continuer cette revue de presse avant d'attaquer le grand angle. En tout cas, l'ancien maire de New York, M. Bloomberg, je vois, a un attrait tout particulier pour la ville de Paris. On rappelle que c'est eux qu'il a créé aussi, dans le cadre de sa fondation, quelques lignes pour la malheureuse famille de la malheureuse petite Lola. On rappelle que Bloomberg, c'est quand même aussi quelqu'un qui est mouillé dans les réseaux Epstein. Mais bon, ça n'a probablement aucun rapport. Dernier point au niveau national, je dirais, c'est le risque de plus en plus important, finalement, cette parenthèse enchantée à développer la reconnaissance faciale, l'IA.
pour contrôler évidemment les risques d'attentats terroristes. Donc on va s'en servir, on s'en doutait bien. Bon, c'est pas tant contre les terroristes qu'on va s'en servir, ou contre la délinquance. Je l'avais dit déjà il y a fort longtemps, dans des villes comme Asnières et autres, où des caméras de surveillance étaient là pour vous protéger, bonnes gens. Sauf qu'en fait, finalement, il n'y avait peut-être pas grand-chose à protéger. Enfin, attention, hein. Je ne suis pas de ceux qui minimisent et qui parlent de sentiment d'insécurité. Bien sûr qu'il y a une insécurité majeure en France. Néanmoins, ces caméras, et aujourd'hui cette IA, on l'a su, à l'époque servait déjà à... c'était une sorte de flash des voitures. Vous vous gariez mal en déposant votre époux ou votre épouse qui partait travailler ou qui revenait, que vous attendiez qui revenait du travail. Et là, tac, la caméra servait à vous faire une petite amende. Eh oui, c'était donc bien ça. Donc là, c'est pareil, évidemment. On nous a raconté des histoires, des sornettes. Et puis, on va se servir de façon très intrusive de l'IA. Et alors, dernière en date, on va s'en servir pour les ceintures de sécurité et les téléphones portables. Comme ça. Alors, je ne dis pas que c'est pas dangereux. D'ailleurs, alors que maintenant, il y a des moyens en main libre d'éviter de prendre des risques inconsidérés. C'est vrai qu'on peut remarquer le comportement parfois aberrant des automobilistes qui ont comme par hasard, quand leur comportement est étonnant sur la route, comme par hasard, ils ont leur téléphone portable vissé à l'oreille. Mais enfin, ça, c'est quand même assez insupportable. La ceinture de sécurité, pareil. Donc voilà à quoi va servir, en fait, toute cette technologie, et absolument pas à nous protéger contre la délinquance ou contre le grand terrorisme. Ou très peu. Mais ça, c'était attendu, mais nous en avons la confirmation. Retailleau, toujours sur le plan sécuritaire, serre la vis des préfets. Il tente une reprise en main, le temps qu'il sera ministre, tout du moins. On est plus à nouveau dans le coup de menton, parce que malheureusement, c'est le juge qui décide en matière de reconduite à la frontière, beaucoup plus que le préfet. Mais enfin, c'est à noter. Le meurtrier de Philippines, qui accepte enfin, je ne sais pas trop la raison, de revenir en France. Il s'était réfugié, fou, mais pas si fou que ça, après son infâme forfait, son crime odieux, après avoir tué la petite Philippine dans le bois de Boulogne et violé et tué. Il était, et qu'on n'aille pas nous raconter que c'était sur un coup de folie, ce récidiviste, puisque tout de suite, il était parti en Suisse. Il connaissait finalement très bien le droit. Et il savait comment s'en protéger. Bon, ça y est, il semblerait qu'il ait accepté de revenir au bercail, enfin, si on veut, puisque ce n'est évidemment, il n'est pas de nationalité française, sinon il ne serait pas soumis à OQTF. Voilà pour le national. Est-ce que vous voulez que nous passions maintenant à l'international, mon cher Raphaël ? Eh bien, tout à fait, Nicolas. Attaquons tout de suite la partie internationale, car il nous reste une dizaine de minutes avant de recevoir, je vous le rappelle, nos deux invités du Grand Angle, c'est-à-dire Paul Rhin et Philippe Carsanti, pour traiter de l'actualité américaine, qui est très importante, car les élections américaines sont en train d'évoluer avec une tendance de plus en plus claire qui semble se dessiner, même si évidemment tout peut arriver, lorsque les élections, je vais faire un mauvais lapsus, auront lieu le 5 novembre. Eh bien, Nicolas, attaquons tout de suite l'information internationale. Alors, l'information internationale, on aurait pu en parler déjà depuis 2-3 jours, c'est le voyage présidentiel, visite d'État de Macron au Maroc. Je regarde en même temps que je vous parle les images défiler. Je ne sais pas si on voit le cornu, le porte-coton présidentiel prendre bras dessous Bellatar, mais on n'en est pas loin. C'est le en même temps macronien, on le sait. Plutôt, ça on sait, c'est un des... la Startup Nation, le patron de la Startup Nation, c'est peut-être un des éléments sur lequel... En tout cas, à l'export, il est le moins mauvais. Il est très bon aussi pour vendre les bijoux de famille et vendre ce qui reste de la France à la découpe. On l'a vu avec Alstom, on l'a vu avec une multitude d'entreprises. On le voit aujourd'hui avec le mari de Madame Oudéa Castéra et la filière Sanofi Doliprane. Jusqu'à 10 milliards d'euros obtenus. Donc c'est cette visite avec le roi du Maroc, Mohamed VI, donc des entreprises comme Alstom, enfin le peu qui nous reste, hein, donc c'est toujours les mêmes, Alstom et GIS, CMA, CGM, Safran, ça fait partie de ces entreprises qui ont, semble-t-il, décroché
quelques royal cadeaux de notre ami le roi du Maroc. C'était ainsi que l'on parlait à une certaine époque des relations bénies, plus simples en tous les cas que celles, et c'est traditionnel, avec l'Algérie. Donc, le français Total Energy a signé un accord pour le développement de la filière hydrogène vert au Maroc. Tiens, c'est amusant. Ce même filière hydrogène qui est pratiquement interdit en France, puisque seules les énergies électriques sont tolérées par le biais de batteries électriques. Une filière hydrogène verte au Maroc, ça peut paraître un gadget, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. EDF a signé un protocole d'accord pour l'extension du parc éolien de Taza. Voilà, on est en pleine dette écologique du commissaire Barnier. Que dire. Voilà, c'est un peu le type d'accord. CMA CGM et l'entreprise marocaine spécialisée dans l'exploitation des terminaux portuaires vont créer une co-entreprise pour équiper 35 hectares du terminal à containers ainsi que 750 mètres carrés de quais. Donc c'est un investissement de 280 millions de dollars sur 25 ans. Safran, donc l'aéronautique, l'équipementier aéronautique, va mettre en place un site de maintenance et de réparation de ce moteur vedette à Casablanca au Maroc. Voilà un peu le type d'accord obtenu pendant sa visite d'État par le chef d'État, le président Macron. C'est à noter, je ne ferai guère de commentaires supplémentaires. On sait que la réconciliation actuelle depuis l'arbitrage français, assez étonnant, sur le front Polisario, enfin assez étonnant, par rapport à ce qu'était traditionnellement la position de la France sur le Sahara occidental. C'est ça c'est ce revirement dont j'ai pas compris encore tous les tenants et les aboutissants, et comprendre est-ce que c'est l'Amérique qui est derrière, probablement, comme souvent. La Russie, si vous voulez, quelques mots. Donc on parle maintenant de généraux coréens, comme s'il n'y avait pas déjà assez de généraux russes sur le front. Mais oui, c'est normal, c'est comme tout. Demain, une centrale nucléaire va sauter et on dira c'est les Russes. Et là, alors qu'ils sont en train de gagner la guerre du Donbass, c'est le moment où Poutine a dû se dire tiens, il faut quand même que je renforce mon statut de super méchant pour l'Occident qui n'attend que ça. Je vais leur prouver que l'axe du mal s'est bien reconstitué et je vais envoyer des petits bonshommes jaunes. Vous savez, c'est un peu là dans le narratif, c'est confondant de ridicule. C'est vraiment cette propagande qui se déverse est à pleurer de rire. Dans tous les domaines. On en parlera avec les États-Unis. On est vraiment dans l'infantilisme. On infantilise les gens en racontant absolument n'importe quoi sur Trump, en racontant n'importe quoi sur tous nos adversaires ennemis politiques, finalement, du régime et du système. Donc, moi, je persiste à penser que ces informations sont assez douteuses. Peut-être pas sur l'oblast de Koursk, encore une fois. Tant pis, messieurs les Ukrainiens, tant pis à ceux qui, peut-être au sein de la CIA, les ont aidés. On sait que le Pentagone y était hostile. Cette espèce de saillant à Koursk, enfin à Koursk, non, dans l'oblast de Koursk. Ils ne sont pas allés jusqu'à Koursk. C'était peut-être l'objectif, d'ailleurs, aller jusqu'à la centrale nucléaire. Mais en tout cas, ils ont échoué lamentablement. Actuellement, c'est triste à dire, ça s'appelle un safari à Koursk. C'est-à-dire qu'on tire à vue sur les malheureux Ukrainiens qui se trouvent dans cet oblast, qui est un oblast russe. Donc, dans le cadre de l'accord entre la Corée du Nord et la Russie, que dans cet accord de défense mutuelle, il puisse y avoir éventuellement une intervention sur Koursk et uniquement, non pas sur l'Ukraine, quoique certains oblasts sont contestés et sont même censés être revenus au sein de la Russie. Bon, ça, je n'entrerai pas dans cette discussion. Mais en tout cas, imaginez plusieurs centaines de milliers de Nord-Coréens déferlés jusqu'à Brest, c'est un peu se moquer du monde. On peut se demander par contre, mais ça c'est parce qu'on n'a qu'à s'en prendre qu'à nous-mêmes, encore une fois, les Français, est-ce que finalement on entraîne tout ce beau monde pour aller éventuellement en Afrique? C'est une des hypothèses. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a tout abandonné en Afrique. Et on est les principaux et les premiers responsables de cette situation. La nature a horreur du vide. Les Chinois et les Russes se mettent à notre place. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne va pas dire qu'on va sauter de joie, qu'on s'en réjouit particulièrement, mais c'est ainsi. Donc voilà pour la Russie. On peut peut-être terminer, puisqu'on est à quelques minutes du grand angle.
Je vais regarder un peu tout ça. Bon, la Géorgie. Alors, la Géorgie, ça, c'est extraordinaire aussi. C'est pas compliqué. C'est un peu comme l'Union européenne. Si vous votez mal, les pauvres Danois ont eu 3 ou 4 référendums. C'est pas grave, on recommence. On n'a pas les régimes totalitaires, même soft totalitaires, ont ça de spécifique, c'est qu'ils ne supportent pas la défaite. Donc ils ne l'acceptent jamais. Ils ne perdent pas. Et d'ailleurs, moi j'ai des inquiétudes après la victoire espérée de Donald Trump aux États-Unis. J'ai beaucoup plus peur des réactions des démocrates en cas de défaite des démocrates que l'inverse. Et ben là c'est pareil en Géorgie. Madame la présidente a décidé qu'elle ne reconnaissait pas le résultat. Ils ont triché, bien évidemment, ils ont triché, les Russes ont triché, et d'ailleurs si Trump gagne demain, on l'a vu en 2016, c'est les Russes qui ont triché. C'est l'explication à tout, l'explication par le super méchant. On n'est pas dans une bande dessinée de super-héros, même s'il y a des Avengers, en effet, autour de Donald Trump, que sont Musk et autres, Tucker Carlson, comme au Madison Square Garden. Mais voilà, il faut un peu moins d'infantilisme, on a le droit quand même de réfléchir un peu et de se dire que en Géorgie, le prétexte de la fraude électorale est bien pathétique et que finalement, c'est ne pas, encore une fois, de vouloir se soumettre au verdict des urnes. La démocratie, d'ailleurs, pour la sauver, souvent, il faut la suspendre. C'est comme établir la paix dans le monde, rien de mieux que la guerre. Cette espèce de tiers inclus est extrêmement dangereux parce que c'est l'idéologie à l'état pur et la violence qui est toujours derrière. Voilà à peu près les informations que je voulais avoir aujourd'hui. Si, terminé par une petite note amusante, tiens, le procureur CPI, le procureur de la Cour pénale internationale a des très gros soucis actuellement. Vous savez, c'est celui qui a inculpé Netanyahou et Poutine. Eh bien, on apprend qu'il est mis en cause dans une sérieuse affaire d'abus sexuels. Tiens, c'est étonnant. C'est étonnant. Donc, évidemment, il nie tout, hein, évidemment, comme toujours. Il assume, mais il nie. Ni responsable, ni coupable. C'est ennuyeux quand même pour un procureur. En plus, ça pourrait devenir une habitude. Donc, voilà ce que l'on peut dire sur la Cour de... Voilà, la dernière information en date, c'est à mon avis probablement la plus croustillante quand on sait que finalement les personnes qui ont été placées en mandat, que ce soit pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, ne paraîtront jamais. On le sait parfaitement. C'est plus facile de tourmenter un Serbe ou un Croate en Europe qu'un Russe ou un Israélien. Donc l'Occident, croyant pouvoir mener devant ses tribunaux l'ensemble des criminels du monde, les pseudo-criminels, en tout cas ce qui considère être des criminels du monde entier, eh bien on l'a vu, on le voit au Proche-Orient, on le voit aussi à Kazan et dans le Sud global. Eh bien l'Occident aujourd'hui, c'est lui qui est isolé. C'est lui qui, eh bien, dans ce grand basculement du monde, a beaucoup de soucis à se faire, à mon avis, quant à la viabilité de son système dans l'ensemble des domaines sur lesquels ils avaient même, aux États-Unis, tenez-vous bien, vous le savez tous, une extraterritorialité de sa justice. Bon, bah tout ça, je pense que l'hubris consécutive à la victoire contre l'Union soviétique en 1991 est en train 89-91, effondrement de l'Union soviétique et chute du mur de Berlin, eh bien, est en train, selon moi, de prendre fin. Voilà. Raphaël, eh bien, il est 8h. Tiens, pour une fois que je tiens les délais, quand même, j'ai le droit, même si la revue de presse est partie un peu dans tous les sens, à quelques félicitations. Absolument. Bravo Nicolas. Et en plus, notre second invité vient tout juste d'arriver dans le studio virtuel, Paul Rhin, donc pile à l'heure. Eh bien, chers amis, on va pouvoir lancer tout de suite, évidemment, donc le grand angle avec donc Nicolas Stocker qui pourra interroger Philippe Carsanti et Paul Rhin. Paul Rhin que vous avez déjà vu de nombreuses fois sur la chaîne pour parler de la situation aux États-Unis et l'avancée des élections américaines. Donc, chers amis, je vous dis à tout de suite pour le grand angle.
Bye.